Numérique de proximité planétaire. JGM Live, l'information sans concession. Vous avez déjà écouté sa voix sur nos ondes. Nous allons passer les prochaines minutes avec Sophie Stanké, une femme pluridisciplinaire et aux multiples identités. Sophie Stanké, merci de répondre à nos questions ce lundi 4 août 2025. Un grand plaisir d'être invité aujourd'hui, vraiment, Joseph, ça me fait un grand plaisir. De la Lituanie au Québec, en passant par la France, il n'y a pas eu de temps dans ta vie que du rythme. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de ta famille? Complètement, c'est-à-dire que ça a été une histoire de famille. Premièrement, je suis d'origine lituanienne et maintenant j'ai la nationalité lituanienne de par mon père. Et donc je suis née au Québec, mais de parents lituaniens et de mère québécoise. Et ensuite, ma mère avait épousé un Français, Robert Laffont, éditeur. Donc on est parti vivre notre enfance à Paris. Et ensuite, on est revenu au Québec. Alors donc ça a été beaucoup dans les valises, beaucoup de beaux souvenirs. Vraiment, en France, ça a été extraordinaire. Donc j'ai pas arrêté de me promener après. Ton père, Alain Stanké, est né à Kaunas, en Lituanie. C'est un journaliste, éditeur célèbre au Québec. Oui. Il a été déporté dans un camp de concentration d'Alem pendant l'occupation allemande. Il est le premier journaliste à interviewer en exclusivité l'ex-président américain Richard Nixon après sa démission en 1978. Est-ce que c'est lui qui a forgé ton caractère? C'est-à-dire que c'est un bon exemple, tout comme ma mère qui était artiste, peintre et sculpteur extraordinaire. Mon père a tout à fait, parce que quand il a fait son entrevue avec Richard Nixon, et ça a été plus loin, il est allé chercher ses mémoires en français, et à l'époque, il n'avait pas l'argent pour faire ça. Il est allé voir un banquier en lui disant, voilà, j'ai un projet, et ça n'a pas été évident, donc il a été toujours audacieux. Effectivement, c'est un exemple pour moi, un exemple de batteur, de batailleur, et puis il n'a jamais eu peur d'entamer des projets. Alors c'est vrai que ça a forgé mon caractère, c'est-à-dire que le fait de le regarder, il a toujours, même à l'âge qu'il a aujourd'hui, il a toujours des projets en tête, et pour lui, il y a deux mots qui n'existent pas, l'impossible et le mot retraite. Pour lui, et même, je dirais qu'un an pour lui non plus. Il s'est toujours battu, une enfance difficile, une enfance dans les camps de concentration, ce qui fait que il a plus sa vie, il la vit plus au présent, parce que il a des cicatrices des temps de guerre, et lui il n'attend pas, il vit sa vie au présent, et c'est sûr que en regardant mon père aller voir qu'il fait ses projets, qu'il y a toujours des projets, ça m'a fortement inspiré, oui. Tout à fait. Tu es politicienne, Sophie, animatrice, chanteuse, enseignante et comédienne au théâtre et à la télévision. Quand tu étais petite, adolescente, très jeune, quels étaient tes objectifs ? Je voulais devenir comédienne. C'est d'ailleurs avec la pièce Les Malheurs de Sophie où j'ai vraiment su que je voulais devenir comédienne. J'avais une sœur religieuse qui m'enseignait le théâtre et qui m'a beaucoup inspirée, ce qui fait que c'est très très important à l'école. J'ai su que je voulais être comédienne. Il y a eu une période de temps où je voulais aussi être vétérinaire. Ça a duré très très longtemps. J'ai même été assistante vétérinaire. Puis finalement, ça a plus été comédienne. Mon amour des animaux n'a pas changé, mais ça m'a aidé de faire l'assistanat, comme on dit, parce que je me suis dit non, je vais être plus confortable d'aimer les animaux. Donc finalement, ça a été comédienne. C'est grâce à cette sœur que je suis devenue comédienne. Et puis à partir de ce moment-là, je suis allée d'école de théâtre, et puis j'ai commencé extrêmement jeune aussi. Ce qui fait que oui, c'était ma passion, effectivement.
La politique, tu la mets en veilleuse présentement, Sophie. Vas-tu renouer avec la politique active ou c'est terminé? On dit qu'on ferme jamais la porte à la politique. Je serais menteuse de dire que je n'ai pas eu des propositions qui m'ont fait en sorte que je me suis posé des questions, mais c'est pas comme les Jeux Olympiques, c'est pas comme on n'a pas de médaille d'argent et j'ai été souvent la médaille d'argent et non les médailles d'or et j'ai trouvé ça difficile d'être parce qu'il faut passer par ce processus qui est tout à fait démocratique, mais après on a comme un vide, on se sent abandonné, moi c'est pas du tout pour mon ego, c'est surtout pour arriver à faire évoluer les choses. Et si on n'est pas élu, on peut pas rien faire, on peut pas bouger, on peut rien faire. Donc voilà. Alors par contre, s'il y a une prochaine fois, il faudra que ça soit dans un comté qui pourrait me permettre d'exercer ma façon de diriger les choses et non d'être seconde ou troisième, quoi. C'est important, il faut passer par là, mais il faut donner toutes les chances. Et si jamais la porte n'est pas encore fermée, mais si jamais tous en ligne, c'est-à-dire qu'il faut être avant tout admiratif d'un chef, de ses positions et pour aller en politique et puis en accord avec ce que le programme électoral et en accord. Alors voilà. Ah oui, ça se comprend. Tu es passé par la présidence du Montréal français, indépendantiste, candidate pour le PQ et le Bloc québécois. Comment es-tu entrée dans la sphère de la politique? J'ai toujours été militante. J'ai été membre du conseil d'administration de l'Union des artistes. J'ai toujours milité. À partir de l'âge de 14 ans, j'avais déjà ma carte en France pour le mouvement féministe. Donc, à partir du moment où j'ai milité, moi, ce que je déteste le plus dans le monde, c'est l'injustice. Donc, si j'ai milité, c'est pour justement essayer de changer les choses. Je suis quelqu'un qui est une fille d'action. Donc, j'ai l'impression que on bouge beaucoup plus dans la société civile quand on s'implique, quand il y a des manifestations. J'ai toujours été celle qui allait marcher, qui allait défendre les sans-voix. Et donc, le fait de militer, on est sur des conseils d'administration, mais toujours pour défendre quelque chose, que ce soit la langue française, défendre les injustices. C'est ce qui, moi, m'intéresse le plus. Si je peux faire changer les choses, je vais y être. Les paroles ne suffisent pas, il faut agir. L'action. Voilà, exactement, l'action. Et si c'est au niveau de la société civile, je milite encore. Et si c'est en politique, eh bien, il faudra aussi voir dans quel camp. Mais sinon, j'aime pouvoir avoir la chance de changer les choses, si je peux les changer. Oui. Tu es conseillère en égalité hommes-femmes pour Oxfam Haïti, Bolivie, Honduras, Pérou. Comment parviens-tu à concilier ces identités et ces appartenances? Comment vois-tu la suite dans ton engagement pour défendre les valeurs humanistes? Voilà. Alors, pour faire une histoire courte, quand j'ai perdu mes dernières élections, c'était en 2015, j'ai eu extrêmement mal. Il y a des choses je me suis présentée à Longueuil, et puis il y a des choses qui ont été qui m'ont fait très mal. Et je me suis dit non, moi je veux faire de la politique, mais je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui veut faire avancer les choses, et je ne jouerai pas à ces jeux-là. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte de donner ce que je sais, ce que j'ai appris, et faire changer les choses. Alors, je suis allée passer une entrevue à Oxfam qui a été une
une journée entière extrêmement rigoureuse. Et d'ailleurs, c'était une amie, Joanne Carignan, qui elle-même se présentait pour le bloc à l'époque et m'a dit: Sophie, toi, tu peux faire changer les choses avec tout ton bagage, viens. Ça fonctionnait. Et ça allait complètement dans mes valeurs, et ça va complètement dans mes valeurs, c'est-à-dire que apporter mon expertise pour faire en sorte que les gens puissent prendre mon expertise et puis en faire quelque chose de très bien. Alors, ça a commencé avec un premier mandat qui a été en Bolivie, où on me demandait de faire des rapports j'allais voir les ONG, puis voir ce qu'ils avaient besoin et tout ça. Ensuite, ça a été une communication féministe, égalité homme-femme, aussi communication sociale et politique, c'est-à-dire que en Haïti, j'ai fait 2 mandats, aller dans une ONG qui s'occupait des réfugiés, mais comment on peut passer un message politique au gouvernement et aussi à la population. Donc c'est un appui finalement. Ce qu'on est, c'est qu'on vient donner, on vient en appui, on vient aussi donner notre expertise, partager notre expertise, et c'est complètement moi, et dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, mais le plus enrichissant, je veux dire, c'est quand à la fin au Honduras, où j'ai fait 2 formations dans des ONG féministes, et il fallait justement comment apprendre à comment on répond à un journaliste et tout ça, leur donner la façon parce que c'est pas tout le monde qui a cette façon de communiquer. Et à la fin de la journée, on me disait, mais waouh, de les voir quand une journée il y avait eu du progrès, ils étaient capables de se débrouiller. Ça, pour moi, c'est la plus grande richesse, et elles sont beaucoup plus fortes en ce moment. Et là, moi, mon mandat est fait, quoi. C'est très rigoureux. J'aime beaucoup Oxfam. Oxfam, c'est extrêmement sérieux, rigoureux, et ce sont des gens qui sont passionnés et qui ont vraiment l'humain au cœur de leur vie, donc ça me rejoint au niveau des valeurs, vraiment. Ça me rejoint totalement. La situation politique actuelle viole les engagements fondamentaux de l'égalité entre les hommes. Quel message faut-il marteler aujourd'hui en 2025? On recule au niveau des femmes, on recule. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est féministe. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, de parler d'inégalité. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Je dirais qu'il y a des gens qui disent, mais oui, ça va très très bien. Non, faut regarder ce qui se passe. Ça va pas très bien. Il y a beaucoup de choses. Il y a plus de choses qui se passent qu'on ne sait pas à l'ombre. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Par contre, on a fait des pas gigantesques en dénonçant. Je veux dire, le MeToo a été très bien, parce que ça a permis de dénoncer. Je pense que les personnes vont réfléchir plusieurs fois avant d'avoir les mêmes comportements. Mais malheureusement, il y a encore trop de violence qui est faite aux femmes à travers le monde, et ça, c'est inacceptable. Et ça, il faut en parler le plus possible. Plus les femmes seront éduquées, plus elles auront aussi la voix pour dire les choses. Mais même dans les sociétés dites riches, il y a encore beaucoup de violence, il y a encore beaucoup de non-dits, il y a encore beaucoup de travail à faire. Animatrice, comédienne, politicienne, québécoise, lituanienne, avoir de multiples identités, c'est quoi? As-tu des difficultés à articuler tes différentes identités? Aucune, parce que j'ai eu justement mon père qui avait plusieurs identités. Je crois que c'est ce qui fait moi, finalement. J'ai autant besoin de jouer, j'ai autant besoin d'animer, j'ai autant besoin de faire des mandats en humanitaire, de mon militantisme. Pour moi, c'est très important. Ça fait partie de mon être, de qui je suis. Voilà, ça c'est pas facile, mais puis j'adore enseigner aussi, parce que on transmet notre savoir, de voir qu'un enfant adore jouer le texte, qui me dit, moi j'ai reçu plein de petites cartes
cet été, puis le plus beau, moi j'en veux pas de cadeau. Le plus beau, c'est qu'on me dise, Madame, vous avez réussi à ce que je ne sois plus gênée, je suis grâce à vous, puis j'adore le théâtre, mais ça c'est magnifique ça. Pour moi, cet enfant-là qui m'a écrit, qui n'était pas capable de parler, c'est extraordinaire pour moi ça. Voilà, mon mandat, ma mission, elle est là. Elle est à ce que les gens soient justement plus forts et puis que je puisse transmettre une passion, mais aussi quelque chose de très humain. Pour moi, je suis extrêmement humaine. C'est très important. Les enfants se forment, c'est des éponges. Donc, le transmettre nos valeurs, c'est ce qui est le plus important. L'éducation, c'est la plus grande richesse. Sophie, tu es dans l'enseignement, tu enseignes. Qu'est-ce que tu aimes dans l'enseignement? Transmettre mon savoir. Et j'adore les enfants aussi. Et transmettre, de voir leur passion, de voir qu'il y a eu, par exemple, au début septembre, une évolution, qu'un enfant qui ne parle pas, qui est gêné, qui dit moi je veux pas aller en avant, je déteste le théâtre, à la fin vous disent waouh, j'ai adoré ça, c'est ma matière préférée, vous êtes mon prof préféré, mais ça j'aime, c'est ça, j'aime qu'il y ait eu de l'évolution, j'aime qu'il y ait eu du plaisir, et puis faire la différence dans la vie de cet enfant-là. Tout à fait. Terminons avec les médias. Nous sommes à l'ère de la technologie, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Certains y voient un bienfait et d'autres un danger. Tout le monde ne réagit pas de la même façon sur ces questions. Non, je vois les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est extrêmement bien parce que c'est rapide, mais il faut penser. Moi, par contre, au niveau de ma vie privée, j'ai pas envie d'étaler où je suis allée ou quoi que ce soit. Pour moi, si c'est des mandats, j'aime bien publier. Je pense qu'il nous reste peu de choses dans notre vie privée. Alors, s'étaler complètement, je trouve ça c'est personnel. C'est un choix personnel. Tant mieux si les gens, moi, je n'ai pas besoin de cette vantardise, de montrer tout. Il nous faut un jardin secret. Par contre, pour mettre un message, comme là, je suis en train de remettre des photos de mes mandats en Haïti, je trouve que c'est important pour se souvenir, pour dire ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, ou bien au niveau des médias. Je vais animer un festival qui s'appelle d'expression artistique d'ici d'ailleurs le 12 au 16. Je vais faire la promotion. Alors au niveau des messages qu'il faut passer, je trouve c'est important parce que les médias traditionnels, c'est pas évident d'avoir des entrevues et donc ça joue un rôle extrêmement important. Puis c'est très rapide, mais il faut toujours se poser la question, comme si c'était une première page de journal, de se dire, est-ce que ce que je publie, ça mérite d'être en première page? Parce que ça peut être extrêmement dangereux. Une photo, une phrase peut être mal. Alors c'est à double tranchant, mais il faut faire extrêmement attention. Faut pas être émotif, je dirais. Faut réfléchir. On a un rôle. Puis c'est un instrument extraordinaire, mais il faut faire attention de pas publier n'importe quoi. Et c'est ce que moi, j'enseigne quand je suis en mandat de communication féministe aussi. Faire attention, la photo, les 3 lignes que vous allez dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire quoi? Vous voulez sensibiliser qui? Et ça, c'est ça. Donc, mais tout ça, c'est magnifique. Ça va très vite, mais c'est magnifique quand même, l'évolution. Sophie Stanquet, merci. Un grand plaisir d'avoir été avec toi à l'antenne de gamaxlive.com ce lundi 4 août 2025. Merci Gamax. Et puis on se reparle bientôt. Merci à toi, Sophie. Et à